Une femme avait assisté à une fête de Noël avec sa fille, mais au beau milieu de l'événement, la petite fille disparut soudainement. Des centaines de volontaires, des policiers et même le FBI se mobilisèrent pour la retrouver, mais personne ne parvint à découvrir la moindre trace de l'enfant disparu. Face à cette énigme, les détectives furent contraints de rassembler les plus infimes indices donnant naissance à l'une des enquêtes les plus complexes et troublantes de leur carrière. Ils finirent par se rapprocher de la vérité, mais le dénouement s'avéra bien loin de ce que quiconque aurait pu imaginer. Mélie Orbena était née le 12 avril 1984 au Texas. Quelques années plus tard, ses parents divorcèrent et sa mère décida de déménager avec elle dans une petite ville appelée Loudoun, en Virginie. C'était un endroit paisible et tranquille, principalement habité par des familles avec enfants. La mère de Mélie trouva un poste de comptable dans une entreprise locale et elles s'installèrent dans un appartement situé dans un complexe résidentiel à la périphérie de la ville. Le complexe se composait de plusieurs petits immeubles et l'un de ses principaux atouts était que la direction organisait régulièrement des événements pour les résidents et leurs enfants. Ces événements avaient lieu chaque vendredi, ainsi que pendant les jours fériés. Grâce à ces moments conviviaux, beaucoup des résidents se connaissaient bien, forgeaient des amitiés et cultivaient un véritable esprit de communauté. Mélie adorait vivre là-bas. À l'époque du déménagement, elle avait 5 ans et passait la plupart de son temps à jouer dehors avec les autres enfants. Elle participait également avec joie aux événements du complexe, où il y avait toujours beaucoup de divertissements et de délicieuses friandises. Le 30 décembre, la direction organisa une fête sur le thème de Noël. L'événement se déroulait dans un bâtiment séparé, divisé en plusieurs salles. Environ 200 résidents y participèrent, se répartissant en petits groupes, tandis que les enfants jouaient et couraient joyeusement à proximité. Vers 22 heures, la mère de Mélie décida qu'il était temps de rentrer à la maison. Elle appela sa fille, lui demandant d'aller chercher leur manteau pendant qu'elle faisait ses adieux à quelques amis. Mélie, de son côté, demanda si elle pouvait emporter un peu de chips à la maison, et sa mère acquiesça. Quelques minutes plus tard, après avoir salué les voisins, la mère de Mélie remarqua que sa fille n'était toujours pas revenue. Inquiète, elle se mit à la chercher dans chaque pièce, scrutant les couloirs. Mais Mélie restait introuvable. De plus en plus angoissée, elle interrogea les autres invités pour savoir si quelqu'un n'avait aperçu sa fille. À mesure que les minutes s'écoulaient, son inquiétude grandissait. Rapidement, la nouvelle de la disparition de Mélie se répandit parmi les voisins présents. Ils se mirent tous à l'aider, fouillant chaque recoin de la salle et des rues adjacentes. Mais aucun signe de Mélie. Finalement, la femme décida d'appeler la police. En quelques minutes, les agents arrivèrent sur place et se joignirent immédiatement aux recherches, ratissant toute la zone. Pendant ce temps, de plus en plus de voisins avaient appris la disparition de Mélie et le nombre de volontaires dépassa bientôt 300 personnes. La première hypothèse de la police était que Mélie avait peut-être quitté l'immeuble et s'était égarée. Mais à mesure que les recherches avançaient, cette théorie semblait de moins en moins probable. Il faisait froid et sombre dehors. Il était donc peu probable qu'elle ait pu aller bien loin. De plus, Mélie connaissait parfaitement l'endroit malgré son jeune âge, ce qui rendait improbable l'idée qu'elle se soit perdue en allant dans une direction inconnue. Ce qui rendait la situation encore plus inquiétante, c'était qu'une grande forêt bordait le complexe d'appartements, laissant craindre que Mélie ne s'y soit aventurée et perdue. Les recherches dans la salle où avait eu lieu l'événement de Noël ne donnèrent aucun résultat concluant. Son manteau manquait, mais aucun autre indice ne fut découvert
pour expliquer sa disparition. Un détail inhabituel attira l'attention de la police, une fenêtre ouverte dans la salle de la chaudière. Ils envisagèrent-ils la possibilité que Mélie ait pu grimper par là, mais cette théorie semblait peu probable. Sans aucun signe de Mélie, les officiers commencèrent à interroger tous les invités présents à l'événement. Personne n'avait vu la petite fille quitter le bâtiment, ni remarqué quiconque l'accompagnant à l'extérieur. La mère de Mélie, elle aussi, n'avait rien remarqué d'étrange ce soir-là. Les policiers lui demandèrent également si elle ou Mélie avait eu des problèmes avec des voisins ou si elle avait observé un comportement inhabituel envers elle. Rien de suspect ne lui vint à l'esprit. La femme assurait entretenir de bonnes relations avec tous les habitants de l'immeuble. Depuis qu'elle vivait là, elle n'avait jamais eu le moindre conflit avec qui que ce soit. Dans un premier temps, la police envisagea l'hypothèse que Mélie avait peut-être été emmenée par son père, un scénario assez courant dans ce genre de disparition. Mais ils déterminèrent rapidement que l'homme se trouvait au Texas à ce moment-là, rendant cette piste impossible. À courte de piste, les policiers élargirent à la zone de recherche. Certains se dirigèrent vers la forêt voisine, tandis que d'autres entreprirent une fouille minutieuse des bâtiments alentours. Malgré la nuit tombée, des centaines de bénévoles locaux continuaient de prêter main forte aux autorités. Malheureusement, les efforts ne portèrent aucun fruit. Aucune trace de Mélie n'était visible ni dans la forêt, ni dans les nombreux immeubles autour du complexe. Après ces recherches infructueuses, la police décida de renvoyer les bénévoles chez eux et entama une nouvelle étape. Frapper à chaque porte des appartements. Le complexe comptait environ 400 habitants et cette nuit-là, les agents s'entretenirent avec chacun d'eux. Personne n'avait la moindre idée de ce qu'il était advenu de Mélie. Les enquêteurs demandèrent alors aux résidents de se souvenir d'événements étranges ou suspects, même si cela pouvait sembler sans rapport avec la disparition de la fillette. C'est ainsi qu'ils obtinrent leur premier indice intéressant. Plusieurs femmes rapportèrent qu'un des employés du complexe, un certain Caleb Hughes, avait eu un comportement déplacé ce soir-là. Il avait tenté de flirter avec elle et proférer des remarques vulgaires et suggestives, malgré la présence des maris de la plupart de ces femmes à l'événement. Le comportement de cet homme de 23 ans avait également inquiété certains parents qui trouvaient qu'il prêtait une attention anormale aux enfants pendant la soirée. Après avoir recueilli plusieurs plaintes, la police interrogea l'une des femmes, lui demandant si elle avait remarqué quelque chose d'étrange chez Caleb Hughes ce soir-là. Elle se souvenait que, durant l'événement, il s'était approché d'elle à plusieurs reprises, entamant des conversations sur sa fille. Il avait même proposé d'emmener Mélissa aux toilettes pour qu'elle n'ait pas à quitter la fête elle-même. Les enquêteurs trouvèrent cela suspect et décidèrent qu'il était temps de l'interroger. Cependant, Hughes restait introuvable, alors la police décida de se rendre à son domicile. Il vivait à quelques kilomètres du complexe, mais lorsqu'ils frappèrent à sa porte, il n'était pas là. C'est sa femme qui répondit, affirmant que son mari n'était pas rentré cette nuit-là. Les policiers repartirent, mais revinrent quelques heures plus tard, et cette fois, Hughes était rentré. Il prétendit être arrivé chez lui vers minuit 30. Les agents calculèrent rapidement que Hughes avait quitté le complexe résidentiel 2h30 avant de rentrer chez lui, ce qui paraissait étrange, car le trajet jusqu'à sa maison ne devait pas dépasser 10 minutes. Hughes expliqua qu'il avait fait un grand détour pour s'arrêter dans un magasin et acheter de l'alcool. Mais cette histoire ne convainquait guère la police. Premièrement, même un passage par un magasin n'expliquait pas près de 3 heures de retard. Deuxièmement, les lois de l'État interdisaient de la vente d'alcool après minuit. Quand on lui demanda un reçu, Hughes ne put en fournir aucun, ce qui ajouta à la suspicion.
La police lui demanda alors de remettre les vêtements qu'il portait cette nuit-là. Là encore, quelque chose paraissait anormal. Hughes leur dit qu'il avait jeté tous ses vêtements dans la machine à laver dès son retour chez lui. Malgré cela, les enquêteurs réussirent à le convaincre de leur remettre ses vêtements. À leur grande surprise, ils découvrirent que Hughes avait également lavé ses chaussures avec ses vêtements, mais le plus étrange était que les semelles des chaussures avaient été partiellement coupées. Parmi ces affaires, les policiers trouvèrent aussi un étui pour un grand couteau et une ceinture en cuir. Lorsqu'on lui demanda où se trouvait le couteau, Hughes prétendit ne pas s'en souvenir. Munis de ces informations, les enquêteurs commencèrent à sérieusement soupçonner Hughes d'être impliqué dans la disparition de Melissa. Ils envoyèrent ses vêtements au laboratoire pour analyse. Les experts appliquèrent du luminol sur ses chaussures, un produit chimique révélant les traces de sang, même après un nettoyage. Sous l'effet du luminol, les chaussures brillèrent, révélant des traces de sang. Cependant, les experts ne purent récupérer un échantillon utilisable pour un test ADN, car le lavage avait détruit la majorité des preuves. Les détectives sont retournés au domicile de Hughes et l'ont placé en garde à vue pour l'interroger. Au cours d'un long interrogatoire, Hughes s'en est tenu à sa version des faits, malgré les incohérences flagrantes et les éléments de preuve suspects. Il continuait d'affirmer qu'il ne connaissait pas Melissa, ne savait pas à quoi elle ressemblait et ignorait ce qui avait bien pu lui arriver. Les policiers savaient qu'il mentait, car plusieurs témoins, y compris Tammy, l'avaient vu jouer avec Melissa et d'autres enfants plus tôt dans la soirée. Quand les détectives ont confronté Hughes en lui disant « Nous savons ce que vous avez fait », l'homme a calmement répondu « Prouvez-le ». Malgré leur certitude, les policiers ne disposaient pas de preuves suffisamment solides pour procéder à une arrestation et Hughes a été relâché. Le lendemain, les enquêteurs ont intensifié leur surveillance dans l'espoir de surprendre Hughes en flagrant délit ou de trouver un élément de preuve déterminant. Ce matin-là, ils ont décidé de parler avec l'épouse de Hughes en son absence et celle-ci a révélé des détails très révélateurs. Selon elle, leur relation était troublée depuis quelque temps et elle n'avait pas confiance en lui. Le jour où il s'était rendu à un événement de Noël, elle avait vérifié le compteur kilométrique de sa voiture avant son départ. À son retour, elle l'a vérifié à nouveau et a remarqué que Hughes avait parcouru 12 miles supplémentaires, soit environ 19 kilomètres. Cette information était cruciale pour les enquêteurs pour deux raisons. D'une part, cette distance ne correspondait pas à l'histoire de Hughes, qui prétendait avoir simplement fait un rapide détour au magasin, ce qui aurait pris 2 heures et demie. D'autre part, cela donnait aux policiers une estimation de la zone où Hughes aurait pu emmener Melissa. Pour affiner cette estimation, les enquêteurs ont soustrait la distance entre le domicile de Hughes et l'événement, réduisant ainsi la zone de recherche à environ 25 miles carrés, soit environ 40 kilomètres carrés. Pour couvrir une zone aussi vaste, la police a fait appel à des volontaires, des hélicoptères, des avions et même des plongeurs pour explorer les points d'eau avoisinants. Près de 400 volontaires se sont joints aux recherches, y compris le père de Melissa, qui avait pris l'avion depuis un autre État pour venir aider. De plus, la police a imprimé des milliers de flyers avec les informations sur Melissa, espérant sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la disparition de la petite fille. Il est également important de noter que 5 mois seulement avant la disparition de Melissa, une autre fillette avait disparu dans la même ville. Malheureusement, son corps avait été retrouvé, mais la police n'avait jamais réussi à identifier son meurtrier. Alors que les recherches à grande échelle commençaient, une équipe d'experts en criminalistique s'est installée pour inspecter minutieusement le complexe résidentiel où vivait Hughes. Comme on s'en souvient,
La seule chose que la police avait remarquée au départ était une fenêtre ouverte dans la chaufferie. Les enquêteurs ont examiné cette piste de plus près et ont fait une découverte intéressante. Sous la fenêtre, à l'extérieur, il y avait une empreinte de chaussure à peine visible, de taille adulte. Des empreintes similaires menaient directement vers le parking, mais il n'y avait aucune trace de pas d'enfant. Cela laissait penser que le ravisseur avait peut-être porté Melissa jusqu'à la voiture avant de partir. La police avait déjà fouillé les véhicules de Hughes sans y trouver de preuves. À ce stade, le FBI s'est impliqué dans l'affaire, mais sans preuves suffisantes pour procéder à une arrestation. Ils ont donc placé Hughes sous surveillance permanente. Un juge a également ordonné à Hughes de fournir un échantillon d'ADN au cas où des preuves physiques seraient en découverte par la suite. En enquêtant sur le passé de Hughes, les détectives ont découvert une série d'arrestations remontant à son adolescence. Il avait un lourd passé de consommation d'alcool et de drogue, ainsi que des soupçons antérieurs concernant son intérêt inapproprié pour les mineurs. Quelques années avant l'incident actuel, Hughes avait été mis en liberté surveillée après avoir volé une voiture dans un comté voisin. En approfondissant l'enquête, ils ont appris qu'il avait violé les conditions de cette probation, ce qui avait conduit le juge à remplacer cette peine par de la prison ferme. Cela permit aux détectives d'incarcérer Hughes, bien que pour un crime mineur. Dans les semaines qui suivirent, la police poursuivit ses recherches pour retrouver Melissa, mais leurs efforts restèrent vains. La tâche était compliquée par le fait que la région était largement boisée et bordée par une grande rivière. Environ 2 mois après la disparition de Melissa, l'affaire prit un tournant inattendu. Un homme inconnu appela la mère de Melissa, affirmant qu'il détenait la fillette et exigeant une rançon de 75 000 $. La femme alerta immédiatement la police. Les agents lui ordonnèrent de rassembler la somme demandée et de se rendre à l'endroit indiqué par l'appelant. Au préalable, ils avaient positionné plusieurs dizaines de membres de leur équipe autour du périmètre et attendaient que les ravisseurs présumés se manifestent. Peu après, 2 hommes approchèrent la mère de Melissa et les agents les arrêtèrent immédiatement. Cependant, il s'avéra qu'ils n'avaient rien à voir avec l'enlèvement. Il s'agissait simplement de 2 étudiants d'une université locale qui, après avoir vu les informations concernant la fillette disparue, avaient cru pouvoir facilement empocher de l'argent. Au lieu d'obtenir des réponses, ils se retrouvèrent avec de véritables peines de prison. L'un fut condamné à 7 ans et demi, l'autre à presque 4 ans derrière les barreaux. Cela ramena les enquêteurs à la case départ. Ils avaient un suspect, mais aucune preuve tangible ni aucune trace de la petite milice, toujours portée disparue. À ce stade, ils décidèrent d'examiner à nouveau la voiture de Hughes, cette fois-ci en faisant appel aux experts médico-légaux du FBI, qui disposaient de technologies plus avancées. Il y avait toutefois un problème. La voiture était au nom de sa femme, et ils avaient donc besoin de son consentement pour la fouiller. Par chance, elle accepta immédiatement, et les experts se mirent au travail. D'abord, ils utilisèrent du luminol, un produit chimique permettant de détecter la présence de sang. Ils en trouvèrent sur le tapis sous le siège du conducteur, sur la pédale d'accélérateur et même sur le pare-brise. Ces découvertes augmentèrent encore les soupçons à l'égard de Hughes. Toutefois, l'obtention d'un échantillon d'ADN à partir du sang s'avéra impossible dans ce cas. Ensuite, l'équipe médico-légale décida de chercher des cheveux, des fibres ou d'autres indices potentiels à l'intérieur de la voiture. Mais un nouvel obstacle apparut. L'intérieur était dans un état de désordre total. Il y avait de la saleté, des détritus et des poils de chien un peu partout, ce qui compliquait la recherche de preuves inconcrètes. Un des experts eut alors l'idée d'utiliser du ruban adhésif
pour recueillir manuellement d'éventuels indices sur toutes les surfaces accessibles. Le matériel collecté fut ensuite envoyé au laboratoire du FBI pour analyse. Sans surprise, ils trouvèrent beaucoup de poils de chien, ce qui n'avait aucun rapport avec l'affaire, puisque Hughes et sa femme possédaient 2 gros chiens. Cependant, un détail attira bientôt l'attention de l'expert. Il découvrit un type de poil qui n'appartenait ni à un chien ni à un humain. Après un examen minutieux, il identifia ce poil comme étant de la fourrure de lapin teinte en noir. Cette fourrure était exactement du même type que celle qui bordait la veste de la mère de Milice. L'expert demanda alors la veste à l'équipe et confirma que la fourrure correspondait parfaitement. Les enquêteurs émirent l'hypothèse que la fourrure avait pu se retrouver sur les vêtements de Milice lorsque sa mère avait ramassé leur veste, ou dans d'autres circonstances, car la mère portait souvent cette veste en hiver, et Milice était presque toujours à ses côtés. En plus de cela, l'experte trouva un unique cheveu clair qui correspondait à ceux de Milice, prélevés sur une brosse à cheveux dans la maison de la fillette. Mais ce n'était pas tout. L'expert découvrit également une quantité importante de minuscules fibres rouges et bleuâtres sur le siège passager de la voiture. Ces couleurs correspondaient au pull et à la jupe que Milice portait le soir de sa disparition. Pour établir un lien plus solide, la police devait retrouver les mêmes modèles de vêtements. Ils interrogèrent la grand-mère de Milice qui avait acheté la tenue. Malheureusement, la vieille femme ne se souvenait plus précisément du magasin où elle avait fait cet achat. Les enquêteurs fouillèrent les boutiques locales à la recherche des mêmes articles, mais leurs efforts restèrent en vain. L'expert en fibres continuait à réfléchir à un moyen de relier ces indices aux vêtements de la fillette. Un soir, il confia à sa femme qu'il ne voyait pas comment résoudre cette énigme. Sa femme lui demanda alors de décrire la tenue en détail. Elle supposa que des vêtements de ce genre pourraient être vendus par une grande chaîne de distribution comme JCPenney, où elle-même faisait souvent des achats pour ses enfants. Mieux encore, elle avait conservé des centaines de catalogues de ce magasin au fil des années et décida de les examiner attentivement. Après un certain temps, elle tomba sur un catalogue publié juste avant Noël dernier. En feuilletant ces pages, elle repéra une tenue identique à celle que Milice portait le jour de sa disparition et la montra à son mari. C'était bien le même ensemble. Le FBI contacta immédiatement la société, mais une nouvelle difficulté se présenta. Toute la collection de ce modèle particulier avait été écoulée. Malgré cet obstacle, les employés de l'entreprise fournirent une piste potentielle. Ils expliquèrent que ces vêtements avaient été vendus exclusivement via catalogue et que seulement 7000 ensembles avaient été achetés. La société proposa aux enquêteurs une liste complète de tous les clients ayant commandé cette tenue spécifique, permettant ainsi à la police de les contacter un par un. L'enquête fut longue, les agents passant au crible chaque nom de la liste, mais leur persévérance finit par payer. Ils découvrirent un homme vivant dans le Kentucky qui avait acheté l'ensemble pour sa petite fille. Cependant, la tenue ne lui allait pas et elle était restée dans son emballage d'origine, jamais ouverte, pendant toute une année. Un coup de chance inespéré pour les enquêteurs. L'homme accepta volontiers d'envoyer la tenue aux autorités et les experts médico-légaux commencèrent leur analyse. Cet ensemble particulier possédait une caractéristique unique, une teinte de bleu exclusive, enregistrée et brevetée sous le code 837, qui n'était utilisé par aucune autre marque de vêtements. Lorsque les fibres de l'ensemble furent comparées à celles retrouvées dans la voiture de Hughes, les résultats furent sans équivoque. Elles étaient identiques. Cela confirma qu'un des 7000 enfants ayant reçu cet ensemble spécifique avait été dans le véhicule de Hughes.
Bien que cela ne prouvât pas de manière définitive que Hughes était responsable de l'enlèvement, c'était une preuve accablante contre lui. Les acheteurs de cette tenue étaient éparpillés à travers le pays et la probabilité qu'une autre personne portant le même ensemble se soit retrouvée dans la voiture de Hughes était extrêmement faible. Pour confirmer davantage ces résultats, les experts effectuèrent de plus de 7000 tests supplémentaires en comparant les fibres provenant de vêtements similaires à celles trouvées dans la voiture. Sur tous les échantillons testés, aucun ne correspondait aussi précisément que les fibres issues de cet ensemble spécifique acheté dans le catalogue. La correspondance était parfaite à 100%. Cela excluait toute possibilité qu'une personne portant un matériau similaire ait été dans la voiture de Hughes. Il ne pouvait s'agir que de cet ensemble précis. Malgré cette avancée majeure, les détectives se trouvaient toujours face à un défi de taille. Ils savaient que les preuves basées sur les fibres, bien que solides, pouvaient être considérées comme circonstancielles, même lorsqu'elles étaient combinées avec d'autres éléments comme les traces de sang retrouvées sur les chaussures de Hughes et à l'intérieur de sa voiture. Cependant, en l'absence d'autres pistes, ils décidèrent d'inculper Hughes pour enlèvement. L'accusation était convaincue que, sur la base des preuves sanguines, la fillette n'était probablement plus en vie. Les fibres retrouvées sur le siège passager suggéraient que Hughes l'avait peut-être forcée à retirer sa veste, ce qui laissait supposer une intention bien plus sombre. Selon les enquêteurs, l'homme s'était approché de la jeune fille alors qu'elle était allée chercher des vestes à la demande de sa mère. Utilisant un prétexte quelconque, il l'avait attirée dans la chaufferie, d'où il l'avait ensuite sortie par une fenêtre pour la conduire jusqu'à sa voiture. Après avoir enlevé la victime, il l'avait emmenée dans un endroit inconnu et l'avait tuée, probablement avec un couteau. Hughes s'était ensuite débarrassé de l'arme du crime et avait dissimulé le corps. Ce processus avait pris plusieurs heures, expliquant ainsi sa longue absence. Après le crime, il avait tenté de nettoyer le sang de sa voiture et de ses vêtements, allant même jusqu'à découper les parties de ses semelles de chaussures les plus tachées. Finalement, la police avait décidé de le soumettre à un test au polygraphe, espérant que, combiné aux autres preuves, cela pousserait Hughes à avouer. Cependant, la loi de l'État interdisait d'inculper quelqu'un pour meurtre si le corps n'avait pas été retrouvé ou si aucune scène de crime précise n'avait été identifiée. La peine pour enlèvement étant beaucoup plus légère, les détectives continuaient à faire pression pour obtenir des aveux. Lors du test au polygraphe, Hughes avait donné des réponses trompeuses à presque toutes les questions clés, mais il persistait à clamer son innocence. À court d'options, les détectives avaient finalement remis l'affaire entre les mains de la justice, inculpant Hughes pour enlèvement. Le procès avait commencé plus de 2 ans après la disparition de la jeune fille, et Hughes avait plaidé non coupable. Son avocat de la défense avait tenté d'argumenter que les preuves présentées étaient circonstancielles, mais les arguments de l'accusation avaient eu un impact plus fort sur le jury. Après 7 heures de délibération, le jury a déclaré Hughes coupable et il a été condamné à la peine maximale, 50 ans de prison. Depuis, il est resté derrière les barreaux, niant toujours toute implication dans la disparition de la jeune fille. La police a tenté à plusieurs reprises de retrouver son corps, mais sans succès. 4 ans après le procès, un employé d'une compagnie d'énergie a découvert un morceau de vêtement rouge dans un lac, une zone qui avait déjà fait l'objet de recherches approfondies. Les enquêteurs ont immédiatement envoyé des plongeurs sur place, mais une fois de plus, ils n'ont pas réussi à retrouver le corps de la fille. 8 ans après la disparition, la mère de la jeune fille s'est remariée et a élevé 4 enfants avec son nouveau mari. Bien qu'elle ait pris le nom de famille de ce dernier,
elle a continué d'utiliser son nom précédent dans certains documents, au cas où Melissa serait toujours vivante et essaierait de la retrouver. Quant à Hughes, son histoire ne s'est pas arrêtée là. Le 2 août 2019, il a été libéré plus tôt pour bonne conduite, après avoir purgé un peu plus de la moitié de sa peine. Au moment de sa libération, il avait 53 ans et vit libre depuis quelques années. Melissa est encore officiellement inscrite comme personne disparue, car son meurtre n'a jamais été prouvé. Cependant, presque personne ne croit qu'elle aurait pu survivre toutes ces années.